Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, je vais vous parler de « Et si c'était vrai ?» de Marc Lévy. Oui, j'ai essayé Marc Lévy, je veux voir ce que ça donne, je veux vérifier de moi-même si c'est ce que tout le monde en dit. Parce que c'est vrai que ce soit sur Twitter, sur Instagram ou même ici, parfois, dès qu'on parle de littérature de qualité ou justement de piètre qualité, les gens vont souvent citer Marc Lévy ou Guillaume Musso. Ça va être les deux noms qui vont tout le temps revenir pour citer des exemples de mauvaise littérature. Or, moi, en fait, j'aime vérifier par moi-même. J'aime pas penser ce que tout le monde me dit qu'il faut penser, et j'ai envie de voir en lisant ce que je peux en juger. Parce que je déteste en fait les gens qui jugent avant même de lire. 99% des gens qui disent que c'est nul, que c'est de la mauvaise littérature, en fait, ne l'ont jamais lu. Et j'en suis persuadé, j'en suis convaincu. Et moi, en fait, je peux tout aimer. Ça me dérange pas. Il faut juste qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de la profondeur, que ce soit intéressant et que je passe un bon moment. Marc Lévy, voilà, Marc Lévy, et j'ai décidé de commencer par le commencement. Et si c'était vrai, enfin, je vais pas en lire 50 non plus, mais j'ai décidé de lire celui-là, qui est son best-seller, qui est celui par lequel tout a commencé, un immense succès. Et c'est un auteur à succès, un auteur qui vend beaucoup ses romans. Vous allez dans des rayons de bibliothèques, dans des librairies. Marc Lévy, il y a presque une étagère entière avec que des livres à lui. Donc, il écrit beaucoup, il vend beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui plaît, c'est quelqu'un qui parle aujourd'hui aux gens, qui parle à ceux qui le lisent. Donc, il n'est pas complètement, voilà, à exclure. Encore une fois, c'est quelqu'un qui fait partie du monde de la littérature contemporaine. Et j'avais envie de le découvrir pour voir, encore une fois, ce que moi j'en pensais et si ça me parlait ou pas. Et si c'était vrai, ça parle de l'histoire de Lorraine, qui est une jeune femme et qui, un jour, a un accident de voiture et se retrouve dans le coma. Elle est dans le coma, elle est à deux doigts de mourir, inanimée, etc. Toute sa famille est inquiète, bref. Et on suit, quelques temps après, les aventures de Arthur, qui est un jeune architecte, qui a pas trop de sens à sa vie, on sait pas trop exactement, et ça fait partie des choses sur lesquelles je vais revenir après. Il habite dans l'appartement où habitait Lorraine avant. Il se trouve nez à nez avec le fantôme de Lorraine qui habite les lieux de son appartement. Et donc, en fait, elle est toujours dans le coma, mais son esprit, son fantôme est dans l'appartement de Arthur. Et donc va se nouer une relation entre les deux, se parler, comment faire. Et lui, il va vouloir tout faire pour la sortir du coma, parce qu'en fait, il apprend au fur et à mesure du récit, et elle lui dit, parce qu'elle entend ce qui se passe dans le coma, qu'ils vont mettre fin à ses jours. Ils vont la tuer. Et lui, il veut surtout pas. Il va essayer de la sortir de l'hôpital, de prendre des risques fous pour sortir le corps encore en vie, mais complètement inanimé de l'hôpital. Il va se passer plein de choses, etc. Dans cette vidéo, je raconterai des éléments du récit. Je vais ce qu'on appelle spoiler ou divulgacher pour vous expliquer explicitement et parfaitement l'analyse que j'en fais. Mais alors d'abord, l'histoire. Qu'est-ce que j'en pense de l'histoire? Je la trouve profondément banale. Voilà. Je suis désolé, mais ça ne me parle pas du tout. Et encore une fois, des histoires farfelues dans les mangas, dans certains romans, il y en a eu. Mais je trouve ça banal et je trouve ça surtout très pauvre dans l'enchaînement des faits. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de logique, ça va beaucoup trop vite. Et en fait, on comprend pas le comportement des personnages. Il met quelques pages à essayer de croire à ce qu'elle lui dit, puis il y croit très vite. Et en fait, ça devient assez incohérent, la réaction des personnages au fur et à mesure. Et cette histoire de fantômes qui se retrouvent, etc., a priori, je trouve ça très banal. Et ça ne me parlait pas du tout, ça ne m'a pas intéressé, mais alors vraiment pas du tout. Et honnêtement, moi, lorsque je lis de la littérature, encore une fois, des scénarios banals qui ont déjà été exploités, qui ont déjà été traités, etc., je peux en lire, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, il me faut un petit quelque chose en plus. Voilà. Soit que ce soit drôle, soit vraiment qu'après, dans l'enchaînement des actions, ce soit une péripétie folle. En fait, là, et si c'était vrai, c'est typiquement le genre de scénario qu'on peut résumer en 10 lignes. Je vais vous le faire après. Typiquement le genre de scénario qu'on fait en 10 lignes. On a tout dit du livre. Et en fait, on pouvait presque l'anticiper. C'est-à-dire que tout est prévisible. Tout est prévisible. Je n'ai à aucun moment été surpris dans le roman. Et ça me dérange beaucoup. Voilà, j'aime bien être surpris en tant que lecteur. J'aime bien même lorsque le scénario de base n'est pas profond et banal. À un moment donné, qu'il y a un petit retournement de situation, on dit ah oui, ça c'est étonnant. Là, il y a de l'audace. En fait, là, il n'y a pas d'audace. Là, Marc Lévy, il écrit exactement ce que les gens ont envie de lire, ce que les gens se disent qui va se passer. Donc après, ceux qui lisent sont flattés parce qu'il se passe exactement ce qu'ils imaginent, ce qu'ils espèrent, et donc ils sont contents. En fait, c'est un peu, et encore une fois, je ne crache pas dessus parce que si ça plaît aux gens,
tant mieux. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de consommateurs de ces films-là. Vous savez, tous les films qui passent sur M6 ou TF1, souvent au moment des fêtes. J'ai des gens dans ma famille qui en sont très consommateurs, qui en étaient consommateurs lorsque j'étais plus jeune. Donc j'en ai vu à mon grand regret, à mon corps défendant. Mais c'est des téléfilms, souvent au moment des fêtes, où tout finit bien, où tout se passe bien, où en fait il y a une sorte de fil rouge conducteur qui fait que globalement ça va bien se terminer et qu'il n'y a rien de surprenant. Je vous fais vraiment, alors là attention, pendant quelques secondes il va y avoir du spoil parce que je vais tout vous raconter, mais vraiment ça va être très rapide, vous allez voir, et je n'occulte rien du récit. Donc Lorraine a un accident de voiture, Arthur qui vit chez elle se retrouve face à son fantôme. Les deux discutent et finalement petit à petit ils tombent amoureux. Arthur va tout faire pour la sauver parce qu'elle lui dit qu'ils vont mettre fin à ses jours. Il prend des risques, il essaie de rencontrer sa mère, ses parents pour essayer de les prouver de les convaincre de pas le faire. Il convainc son ami de l'aider à la sortir de l'hôpital. Il la sort de l'hôpital. La police commence à avoir des soupçons. Et puis à un moment donné, ils sont tous les deux et elle sent qu'elle va partir, elle sent qu'elle va mourir. Donc ils se disent les deux, ça y est, c'est fini. Ils sont en train de mettre fin à ses jours. En fait, pas du tout. On se rend compte quelques pages après qu'ils n'ont pas mis fin à ses jours. C'est juste qu'elle s'est réveillée de son coma. Arthur arrive à son chevet à l'hôpital. Elle ne le reconnaît pas, mais une étincelle se crée entre les deux et on sent qu'il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Voilà exactement le scénario de Et si c'était vrai. Voilà 180 pages résumées vraiment en quelques secondes, mais je vous assure qu'il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est des dialogues qui n'ont que peu d'intérêt, peu de profondeur, et encore une fois, vraiment, on passe pas un très mauvais moment parce que ça va vite, que c'est dynamique, qu'il n'y a aucune pause, etc. Mais on passe pas un bon moment. On passe pas du tout un bon moment, et honnêtement, je me suis quand même plutôt ennuyé. Voilà. La deuxième chose vraiment qui me dérange beaucoup dans ce livre, c'est qu'il n'y a ni profondeur, ni pesanteur. Je trouve que tout est à plat. Tout est à plat. On nous dit rien vraiment du passé des personnages. On nous raconte vraiment en quelques pages à peine, en quelques lignes, des choses qu'on peut apprendre sur les personnages. Vraiment, il y a rien. De même que la description. Regardez, par exemple, la nuit avait été très courte. Interne en médecine au San Francisco Memorial Hospital, Lorraine avait dû prolonger sa garde bien au-delà des 24 heures habituelles en raison de l'arrivage tardif des victimes d'un grand incendie. Les premières, etc. Et en fait, on nous apprend presque rien d'autre sur elle. Elle est interne en médecine, et c'est tout. On va apprendre juste quelques deux, trois trucs sur son passé, sur son histoire après, mais c'est tout. Arthur, c'est pareil, on ne sait pas grand-chose de lui. Les descriptions, avant d'arriver au style, hein, vraiment, les descriptions sont très plates. Ça va faire à chaque fois pas plus d'une page. Vous voyez, là, au bout de même pas une page, ça y est, l'action commence. L'appartement de Lorraine a été décrit en 2 paragraphes. Et à chaque fois, c'est ça. En fait, on a l'impression que Marc Lévy, une fois qu'il a écrit son livre, il va épurer tout ce qui lui apparaît comme étant inutile et tout ce qui va paraître aux gens comme étant inutile et tout ce qui dérange chez les gens, ce qu'ils considèrent eux comme étant du superflu dans ce qu'on appelle la littérature classique. Vous commencez Le Rouge et le Noir de Stendhal. Il y a plusieurs pages d'explications de ce qu'est le village, de son passé, de l'histoire de ce village, l'histoire politique, économique, sociologique de ce village, de cette ville dans laquelle on va se retrouver pendant tout le livre. Et en fait, c'est comme si vous étiez un habitant de la ville à la fin de ce premier chapitre. Tout le chapitre est consacré à la description de la ville, à son explication. Mais après ça, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Il y a de la profondeur, il y a de la pesanteur. Vous avez commencé haut et vous avez fini dans les bas-fonds de cette ville. Et à partir de là, vous pouvez y aller. Tout vous semblera cohérent et vous pourrez faire des liens entre les choses en repensant aux descriptions de cette ville. Chez Balzac, pareil. Chez Victor Hugo, évidemment, il y a des passages entiers. Je pense à George Sand aussi, lorsqu'elle décrit la nature. En fait, il y a des chapitres entiers où vous avez presque le plan de la ville qui se dessine dans votre tête. Le plan d'un appartement. Et en fait, après, lorsqu'un personnage arrive, vous pouvez le visualiser géographiquement et socialement parce que vous avez eu tous ces éléments en tête. Et moi, c'est ça que j'adore dans la littérature. C'est-à-dire que ce que le cinéma va faire en quelques secondes en faisant un plan large, etc., sur toute la ville, la littérature va mettre 30 pages à le faire. Mais moi, c'est exactement ce que j'adore. C'est comme si on était dans un jeu de rôle et que, en tant que lecteur, je plongeais dans la ville, je m'y sens un personnage à part entière et après, je peux être terre à terre avec les personnages parce que je sais exactement où est-ce qu'ils sont et d'où est-ce qu'ils parlent et d'où est-ce qu'ils vivent. Là, non, franchement, j'ai à chaque fois très peu d'informations, mais encore une fois, c'est volontaire parce que je pense qu'on épure tout ce qui apparaît comme étant inutile. Moi, je trouve ça vraiment regrettable parce que ce n'est pas ça que je cherche dans la littérature. Mais encore une fois, l'idée n'est pas du tout de dire ils ont tort, j'ai raison. C'est pas ce que je cherche, mais c'est ce que cherche un nombre suffisamment
important de lectorat pour qu'on le respecte, et puis c'est ce qu'ils cherchent. Mais encore une fois, moi je trouve ça dommage d'épurer la littérature à ce point et de se dire, ben, un livre, aujourd'hui, ça peut être ça, ça peut être finalement un simple scénario de téléfilm TF1 ou M6. Je le regrette. Bon, point, hein, ça va, de toute façon, ça va pas faire changer la terre du monde, ça va pas la rendre plate, que moi, je regrette que Marc Lévy épure à ce point son ouvrage, parce que, enfin, en fait, il y a de la qualité chez lui. Et peut-être qu'en fait, il sait pas faire des longues descriptions, etc., etc., donc peut-être qu'il sait pas faire, c'est pour ça qu'il épure, je pense, et d'ailleurs, j'ai vu des interviews de lui, il ne prétend pas, comme d'autres auteurs à succès, hein, mais il ne prétend pas faire de la grande littérature, etc., il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il vend. Donc il y a aucun orgueil de sa part. Et il le vit pas mal lorsque les gens critiquent son style, parce que lui-même le sait. En revanche, j'attendrai peut-être un peu, peut-être qu'il l'a fait dans les autres livres, et moi je ne me base que sur cela. J'attendrai de l'audace, des retournements de situation, des personnages pas plats, et honnêtement, il y a des dialogues, et là on va revenir donc à la platitude des personnages. Voilà, il y a des dialogues, honnêtement, où je levais les yeux au ciel, mais vraiment, voilà. Il est en train de traiter sa mort, etc. Et puis il lui dit, parce que tu crois un seul instant que ta mère sera soulagée si tu meurs à jamais. Tu es mignon, dit-elle interrompant. Tu es mignon. Bref. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. C'est ton mourir à jamais que je trouve mignon. Surtout dans la conjoncture actuelle. Qui dit ça, en fait? Qui dit ça? Il y a un fantôme qui est en train de parler à un être humain. Il lui dit, il est en train de parler quelque chose de dramatique. Et elle s'arrête, elle lui dit, tu es mignon. Non, tu es mignon parce que tu as dit mourir à jamais. Pourquoi c'est mignon, ça? Et elle lui dit surtout dans la conjoncture actuelle. La conjoncture actuelle? On n'est pas en train de parler de bourse, là. Enfin, je sais pas. Et puis après, il dit, crois-tu qu'elle comblera le vide que tu vas laisser? Tu penses que la meilleure chose pour elle, c'est que tu renonces? Et moi? Ils se connaissent depuis à peine quelques temps, hein, attention, hein, ils se connaissent pas depuis 30 ans. Et moi? Elle le fixe d'un regard interrogatif. Et j'avoue que j'ai eu le même regard interrogatif à ce moment-là. Quoi, toi? Moi, je t'attendrai au réveil. Tu es peut-être invisible aux yeux des autres, mais pas aux miens. Et là, il lui dit, c'est une déclaration. Ah ben, oui, on est quand même pas loin de la déclaration. Enfin, je sais pas, il vient de te dire qu'il t'attendra au réveil, il te demande, et toi, tu es peut-être invisible aux yeux des autres, mais pas aux siens, et puis elle se demande, c'est une déclaration? Bah oui, elle était devenue narquoise. Narquoise avec ce qu'il vient de te dire? Ne sois pas suffisante, répondit-il sèchement. Ah, et là, il est sec. Là, il est énervé, là. Pourquoi fais-tu tout cela? Dit-elle presque en colère. Pourquoi elle se met en colère? Dit-elle presque en colère. Il vient de lui faire une déclaration. Elle lui dit, c'est une déclaration? Lui, d'un coup, il s'énerve. Ne sois pas suffisante. Pourquoi fais-tu tout cela? Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que là, on a coupé à chaque fois 10 lignes de dialogue entre chaque phrase. Alors il lui dit, pourquoi es-tu provocante et agressive? Elle n'a pas été agressive, elle a juste été niaise. Et alors, là, elle répond, pourquoi est-ce que tu es là, autour de moi, à tourner en rond, à t'escrimer pour moi? Ben parce qu'en fait, il vit là, Lorraine. Arthur, c'est son appartement. C'est toi en tant que fantôme qui est chez lui. Enfin, bref. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Ben, en fait, tourne pas rond dans ta tête, il est chez lui. Il ouvre un placard et il voit un fantôme chez lui. Donc en fait, il se dit, c'est un peu chaud. Et après, vous parlez, il devient amoureux de toi, il te dit un truc sympa, et puis tu te moques de lui. Et puis après, tu te mets en colère. Je sais pas qu'est-ce qui tourne pas rond autour de lui, mais de toi. Elle hurla. Et c'est écrit, elle hurla. Et pourquoi elle hurla? Bref. Et là, il lui dit, c'est quoi ta motivation? Là, il s'énerve. Là, tu deviens méchante. Réponds alors, réponds honnêtement. Assieds-toi près de moi et calme-toi. Je vais te raconter une histoire vraie et tu vas comprendre. Mais j'ai d'autres exemples. Je prends un autre exemple. Il demande à son ami, à son meilleur ami, de l'aider pour essayer d'aller sortir le corps de l'hôpital. J'ai besoin de te voir de toute urgence. Ah, tu es revenu de Knewawa? C'est urgent, Paul. J'ai besoin de toi. Où veux-tu que nous nous retrouvions? Où tu veux. Viens chez moi. Donc Paul, il l'accueille, etc. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai besoin que tu m'en rendes un service sans me poser de questions. Je veux que tu m'aides à enlever un corps dans un hôpital. Boum! Ah oui. C'est violent, hein. L'autre, il dit, c'est une série noire. Après le fantôme, on va s'occuper d'un cadavre. Et là, après, il lui répond, c'est avec ou sans toi. Mais je vais le faire. Chaque fois, on a l'impression qu'il veut faire des pauses. Il épure tout ce qui peut se passer de superflu, etc. Et d'un coup, les personnages, ils prennent une sorte de pause grave et il dit, ça sera avec ou sans toi. Mais je vais le faire. Ben oui, mais calme-toi, enfin, enfin, je veux dire, et les réactions, en fait, sont fausses à chaque fois. Vous voyez? Les réactions sont fausses et on ne peut pas y croire parce que c'est tellement absurde. Alors là, oui, alors là, c'est le pompon. Ils sont en train de parler de quelque chose de très douloureux.
qu'il a perdu sa mère, etc., etc. Il avait perdu sa mère très jeune et son père encore plus tôt. Il lui avait donné le meilleur d'eux-mêmes, le temps qu'ils avaient pu. Sa vie était comme cela avait eu ses avantages et ses inconvénients. Bon, ben, disons, on va résumer quand même quelqu'un qui perd ses enfants, ses parents très tôt par, ouais, bon, ben, c'est la vie, il y a ses avantages et ses inconvénients. Et là, d'un coup, j'ai toujours très faim, même si on n'est pas assigné, alors je vais me faire des œufs et du bacon. Mais, c'est quoi ça? Attends, on vient de nous expliquer quelque chose de très grave, il a perdu ses parents, et d'un coup, ah, moi j'ai faim, je vais me faire des œufs, du bacon. En fait, on se croirait dans l'étranger de l'absurde, mais sauf que là, c'est pas de l'absurde, en fait. C'est juste que, encore une fois, c'est épuré. Je pense qu'il y avait des trucs entre les deux. Enfin, et à chaque, mais même s'il n'y a pas des trucs entre les deux, on a cette impression que il y a des grosses coupes, etc. Il y a rien de logique. Comment on peut enchaîner c'est comme ça, la vie, c'est avantage, c'est qu'on vient, tiens, je vais me faire des œufs. Bon, ok. Mais alors là, j'arrive vraiment à ce qui m'a peut-être le plus agacé, le plus fait souffler, le plus fait lever au ciel. Euh, je vous lis l'extrait en entier. Enfin, je veux dire, si c'est trop long, vous avancez, c'est pas très grave, mais c'est vraiment important qu'on le fasse. Il répondit qu'il avait eu 3 amours, un d'adolescent, un de jeune homme et un de moins jeune homme, en train de devenir un homme, même pas tout à fait quand même, sinon ils seraient encore ensemble. Déjà, si vous avez compris cette phrase, moi je veux bien, on peut en parler en commentaire. Elle trouve à la réponse fair play. Depuis quand on trouve des réponses fair play? Bref. Mais il voulut tout de suite savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Parce que là, encore une fois, ils se connaissent depuis 70 pages. Et c'est avant qu'il fasse sa déclaration dont je vous parlais tout à l'heure. Mais elle veut tout savoir de lui, déjà. Alors qu'ils se connaissent à peine, c'est un fantôme, elle. Lui, il est même pas censé savoir s'il est en train de rêver, c'est un cauchemar ou si c'est vrai. Bon, il est en train de lui raconter sa vie, certes. Bon, chacun a les confessions qu'il veut. Lui pensait que c'est parce qu'il était trop entier. Possessif? Demanda-t-elle. Mais il insista sur le mot entier. Vous voyez, encore une fois, cette histoire de gravité dont je parlais tout à l'heure, les gens, ils se prennent au sérieux, mais d'une manière, alors, on est en train de parler de choses très graves. Et là, il est en train de se dire, non, non, je suis pas possessif, je suis entier. D'accord, c'est bon, calme-toi, Arthur. Enfin, je veux dire, Arthur, bon, bref. Ma mère m'a gravé d'histoires d'amour idéal. C'est un lourd handicap que d'avoir des idéaux. Et là, on se dit, là, ça va être profond. Là, ça va être profond, parce que quand même, on peut avoir des histoires banales, mais des dialogues profonds. Attention, c'est un lourd handicap que d'avoir des idéaux. Elle lui demande pourquoi, et elle lui demande pareil, Lorraine, pourquoi? Ça place la barre très haut. Oui, d'accord, mais et là, elle lui dit pour l'autre? Non, non, pour soi-même. Oui, d'accord, mais et alors quoi? Enfin, je veux dire, c'est et alors? Elle aurait voulu qu'il développe. Ben, en fait, nous aussi. Enfin, c'est pas grave. Mais il souhaita s'abstenir. Ah merde, c'est dommage parce que là, ça aurait pu être intéressant. Bon, bah, par crainte de faire vieux jeu et d'être ridicule. De quoi? Attendez, il est en train de parler d'un truc quand même très grave. Que la barre est trop haut, que sa mère lui a mis des idéaux, c'est un lourd handicap d'avoir des idéaux. Elle lui dit pourquoi? Non, non, je vais pas m'expliquer, ça va faire vieux jeu. Vieux jeu? Quel rapport, vieux jeu? Et pourquoi ridicule? Elle l'invitait à tenter sa chance. Ben vas-y, essaye quand même. Sachant qu'il n'en avait aucune de la faire dévier de ce sujet, il choisit la première. Identifie. Alors là, et c'est là que il a essayé d'être profond et ça marche pas. Je le cite. Identifier le bonheur lorsqu'il est à ses pieds. Avoir le courage et la détermination de se baisser pour le prendre dans ses bras et le garder. Attention, on est en train de se dire qui dit ça dans une conversation normale. C'est-à-dire, c'est pas un livre de développement personnel. C'est censé être un dialogue entre un homme et un fantôme dans un appartement et il lui dit la détermination de se baisser pour le prendre dans ses bras et le garder. C'est l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur. Hein. L'intelligence sans celle du cœur, ce n'est que de la logique et ça n'est pas grand-chose. De quoi? Je relis la phrase. L'intelligence sans celle du cœur, ce n'est que de la logique et ce n'est pas grand-chose. Non, je comprends pas. Donc c'est elle qui t'a quitté, voilà. Elle, alors, vous voyez, vous m'avez dit, non, m'embrouille pas avec ta phrase, donc c'est elle qui t'a quitté. Arthur, il répondit pas. Et tu n'es pas tout à fait guéri. Ah bah non, vu ce qu'il vient de te dire, il est pas tout à fait guéri, je te confirme. Oh, si je suis guéri. Oh là, calme, attention. Mais je n'étais pas malade. C'est un peu comme le entier possessif là, de tout à l'heure. Hein. Tu n'as pas su l'aimer, et alors là c'est parti. Là c'est la phrase, peut-être du livre. Personne n'est propriétaire du bonheur. On a parfois la chance d'avoir un bail et d'en être locataire. Il faut être régulier sur le paiement de ses loyers, ou on se fait exproprier très vite. Alors attention, hop, pause droit, pause avocat qui arrive, juridiction. Il est censé être architecte, donc il connaît un petit peu tout ça, le monde de l'immobilier, tout ça. Bon bref, ça c'est pas important, mais quand même, on parle d'avoir un bail, d'en être locataire, et puis après, il faut payer le loyer, sinon on se fait exproprier. Attention, l'expropriation, c'est quand on est propriétaire.
Voilà, c'est l'État qui arrive, qui dit, je te prends ton bien, en compensation, tu vas avoir une indemnité, t'es exproprié. On peut pas être exproprié si on est locataire. On peut être expulsé, mais pas exproprié. C'est un peu dommage pour un architecte qui sache pas ça, mais c'est juste ça. Mais je veux dire, là, j'essaie d'être terre à terre dans l'analyse parce que c'est tellement absurde comme comparaison. Enfin, je veux dire, personne n'est propriétaire du bonheur. On a parfois la chance d'avoir un bail. Et d'en être, alors déjà, si c'est un bail amphithéotique, il faut savoir que ça dure quand même presque 99 ans. Hein. Donc ça peut être assez long. Bon, bref. Et il y a des baux de 30 ans aussi. Donc on peut avoir un bail assez long. Bon, bref. Il faut être très régulier sur le paiement de ses loyers. Le mec, il est en train de parler d'amour quand même. Le paiement de ses loyers, où on se fait exproprier. Et là, il lui dit, c'est rassurant ce que tu dis. Ah bon, c'est rassurant. Et alors, il continue. C'est-à-dire que là, il aurait pu s'arrêter là. Non, non, Arthur, il est en forme. Il continue. Tout le monde a peur du quotidien, comme s'il s'agissait d'une fatalité qui développe l'ennui, l'habitude. Je ne crois pas à cette fatalité. Bien, Arthur. Et il répond, et tu crois à quoi? Je crois que le quotidien est la source de la complicité. C'est là qu'au contraire des habitudes, on peut y inventer le luxe et le banal, la démesure et le commun. Oh là, elle le regarde un peu éberlué. Mais tu as expérimenté tout ça? Parce que franchement, on comprend rien. Jamais vraiment. Juste de la théorie, tentée en pratique. Tenter en pratique, c'est-à-dire tu as expérimenté. Sinon, je comprends pas ce que ça veut dire tenter en pratique. Et toi, tu as aimé? Et tu demandes. Et elle répond. Tu connais beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Tu veux savoir si j'aime? Non, oui et non. Attends. On va éviter la question d'avant. Mais et toi, tu as aimé? Non. Oui. Mais non. Et là, la réponse de Arthur, c'est-à-dire que la réponse normale, à la limite, même si c'est pas non plus extraordinaire, c'est non, oui et non, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Non. Et lui, il lui demande beaucoup d'outrage dans ta vie? Beaucoup d'outrage? Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Et là, il lui répond proportionnellement à mon âge, oui, pas mal. C'est-à-dire qu'elle comprend la question. C'est-à-dire que moi, quelqu'un arrive dans la rue et me dit Adrien, beaucoup d'outrage dans ta vie? Moi, je lui réponds non, oui et non. Non, elle comprend. Elle dit proportionnellement, oui, pas mal. Et là, il dit, tu n'es pas très loquace. Qui était-ce? Attends, elle te connaît depuis 2 heures, elle va pas te raconter ta vie, elle sait pas qui, enfin, je veux dire, elle va te donner les noms, etc. Tu n'es pas trop loquace, elle vient de te dire quand même non, oui et non, c'est déjà beaucoup pour sa vie. Et là, elle répond, il n'est pas mort. 38 ans, cinéaste, beau gosse, peu disponible, un peu égoïste, le mec idéal. On dirait le jeu Qui est-ce? Vous vous souvenez le jeu quand il faut cacher les cassettes, etc. Bref. Il lui dit, et alors? Alors, à des milliers d'années-lumière de ce que tu décris de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de son... Bon, bref. Chacun son monde, tu sais. Le tout, c'est de planter ses racines dans la terre qui nous convient. Tu fais toujours des métaphores comme ça? Souvent. Ça rend les choses plus douces à dire pour moi. Plus douces à dire. Enfin, voilà. Donc, vraiment, j'ai pris beaucoup d'exemples, beaucoup de temps. J'en suis fort désolé, mais c'était vraiment pour vous expliquer à quel point je trouvais les dialogues plats. Et en fait, vous voyez, tout ça, c'est ce qui comble le vide du scénario dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qui remplace des descriptions qui auraient pu nous faire rentrer dans l'histoire et des réflexions intéressantes. C'est ces dialogues creux, complètement absurdes. On n'y croit pas une seule seconde. Et enfin, on va parler du style. Le style de Marc Lévy, que je trouve encore une fois très épuré, etc. Encore une fois, il y a beaucoup de livres aujourd'hui dans l'époque contemporaine où le style n'est pas hyper complexe, hyper élégant, etc. Et il n'y a rien de grave. Et encore une fois, là, c'est pas un style qui donne très envie de pousser. Ce sont des phrases très simples, très courtes. Mais je préfère ça, vraiment. Hein. Donc, c'est pas ce qui m'a dérangé le plus dans ce livre. Je préfère des gens qui ne se prennent pas pour des grands, des grands stylistes. Moi-même, je suis même pas sûr que je suis capable de bien écrire. Donc, je vais jamais reprocher à quelqu'un de mal écrire. En revanche, quelqu'un qui croit qu'il écrit bien, qui va se lancer dans des grandes phrases avec plein de mots, etc. Et en fait, où c'est moche, c'est lourd, c'est inintéressant à lire. Non, voilà, ça me dérange un peu plus. Mais vous voyez, je suis tombé sur un article sur Internet qui critique le livre à l'époque, qui dit qu'il est extraordinaire, qu'il est profond, etc. Moi, je suis pas d'accord, et elle cite la personne plusieurs phrases dans lesquelles elle dit que le style est extraordinaire. Et vous voyez, c'est là la différence vraiment de perception entre moi et ceux qui aiment ce livre. Et on n'attend pas la même chose de la littérature. Et encore une fois, il faut de tout pour le monde de la littérature. C'est pas un style qui me touche du tout. Pour moi, c'est même pas un style, c'est juste des phrases voilà assez simples, assez banales. Ça sert son propos et il se dit pas je vais aller plus loin, je vais essayer de faire du beau français parce que soit il n'en est pas capable, soit il n'en a pas envie, etc. Mais la personne cite par exemple la phrase tous les rêves ont un prix. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tout est possible. Ou alors elle cite la phrase personne n'est propriétaire du bonheur dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça, c'est des exemples pour montrer que c'est bien écrit. Ou encore tu es là, tu existes parce qu'un moment de toi c'est déjà immense. Hier est passé, demain n'existe pas encore, c'est aujourd'hui qui compte, c'est le présent.
Et ça, la personne, je ne vais pas la citer, parce que je suis pas là non plus pour critiquer une personne qui fait un article de manière tout à fait honnête, tout à fait sincère, et qui croit à ce qu'elle écrit. Mais et ça, la personne, elle cite ces passages-là en disant qu'ils sont bien écrits et qu'ils sont profonds. Moi, je ne suis pas d'accord, ça ne me touche pas du tout. Voilà, encore une fois, on n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis de la littérature. Donc, voilà, des personnages assez banals, assez plats, assez vides, selon moi. Une histoire qui se résume en quelques secondes et qui va pas au-delà. Un style simple, rien d'extraordinaire, mais surtout, voilà, pas de profondeur. Et ce que j'attends, moi, dans des histoires banales, etc., comme ça, c'est qu'à la limite, il y ait de la profondeur sur la vie et la mort, sur l'amour, des choses en fait qui peuvent tout à fait intéressantes, des choses qui, même sans le dire, en fait, il n'y a pas besoin de ce genre de phrase où on sent qu'il a voulu pas faire passer des messages. Et la meilleure façon pour moi de faire passer des messages, c'est de ne pas les écrire. Vous voyez, quand Albert Camus écrit L'étranger, il peut y avoir une lecture où on se dit, bah bon, c'est une banale histoire d'un homme qui tue quelqu'un et qui ensuite se fait condamner et qui a l'air d'être complètement à côté de la plaque. Lorsque vous faites une deuxième, une troisième lecture, que vous essayez d'analyser, vous voyez des messages comme ça entre les lignes qu'il essaie de faire passer. Et Albert Camus d'ailleurs disait que les romans à thèse dans lesquels les personnes écrivaient des thèses entières, des réflexions, ça l'agaçait. Moi, ça m'agace pas si c'est bien fait. On en parlait dans Les Misérables de Victor Hugo, où il développe des réflexions passionnantes. Mais lorsque c'est mal fait comme ça devient assez banal et vous finissez par souffler, vous voyez, vous êtes là, vous lisez, vous faites comme ça, mais pourquoi il écrit ça, etc. Ça sert à rien. Développe ton histoire et s'il y a des messages à faire passer, etc., ils passeront de même entre les lignes. Le lecteur les comprendra, les interprétera. Et c'est ça que j'appelle de la profondeur ou de la pesanteur dans un livre. C'est que lorsque l'auteur lui-même ne développe pas ses réflexions, c'est le livre, c'est l'histoire, c'est les dialogues entre les personnages. Il faut qu'ils soient cohérents, il faut qu'ils soient vraisemblables. Souvent, on parle de vraisemblable, de vrai. C'est pas un roman n'a pas à être vrai. C'est-à-dire, c'est pas grave si tout ce qui se passe n'est pas possible, etc. Mais il faut que ce soit quand même vraisemblable. Et si c'est pas vraisemblable, si c'est pas cohérent, là, moi, ça me sort du récit. Et les dialogues sont quasiment tous comme ceux que je vous ai décrits. Il n'y a aucune vraisemblance là-dedans. Il y a aucune possibilité d'y croire. Moi, j'y croyais pas à ces dialogues. Personne ne parle comme ça dans la vie, dans la vraie vie. Et si c'était vrai, c'est quand même pas très vrai. Donc voilà. Et vraiment, la toute fin du récit, etc., tout, il y a aucun moment où je me suis dit, c'est banal. Alors, j'ai été jusqu'au bout. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah là, je suis surpris. J'ai été jamais surpris. Et pourtant, je suis pas un lecteur, moi, quand je lis un roman policier, ou à l'époque, lorsqu'il m'arrivait de regarder des séries policières avec ma sœur est captée qui était le meurtrier presque au bout d'une demi-heure. Moi, à la fin, je tombais des nues. Je disais, oh putain, j'aurais jamais cru que c'était lui. J'étais nul, mais j'étais mauvais. Mais aujourd'hui encore, hein, je pensais. Je vois plus trop de séries policières et lorsque je lis des Agatha Christie, je le découvre jamais. Jamais. Je suis mauvais. Et là, pourtant, si c'était vrai, bah, j'ai de suite compris comment ça allait se terminer. Et franchement, on parle de moi, quoi. Encore une fois, je suis pas un grand détective. Voilà. Donc, je vais pas aller plus loin dans et si c'était vrai. Conclusion, non. Voilà. J'ai pas aimé. Ça mérite pas la violence qu'il est la victime parfois, et le mépris, parce que il y a des livres qui sont très certainement plus mauvais, et j'en ai lu des livres qui sont lourds à lire, qui sont agaçants, qui sont insupportables, où l'auteur ou l'autrice se croit être un immense stylistique, se prend pour Dumas, se prend pour Hugo, se prend pour Chateaubriand, et c'est chiant à lire au possible parce que c'est mal fait, ou l'histoire on n'y comprend rien, etc. Là c'est quand même clair, c'est rapide à lire. Bon, l'histoire, elle peut sembler comme ça attirante, une fantôme, etc. Une histoire qui se fait entre les deux, puis à la fin tout finit bien, etc. Donc il n'y a rien qui mérite de la violence ou du mépris, mais par contre, ça va pas plus loin. Voilà, la seule explication qui fasse que les gens sont méprisants envers Marc Lévy, c'est qu'ils vendent des livres. Mais moi, je ne reprocherai jamais à un auteur de vendre des livres. Les livres, ils sont là pour être vendus, ils sont là pour être achetés. S'il vend, tant mieux pour lui. Et puis c'est les lecteurs qui achètent, et puis ça leur fait plaisir, et puis les gens ils lisent, ils font rien de mal. Voilà, ne reprochons ni à ces lecteurs, ni à ces auteurs de vendre et d'acheter des livres. Tant qu'il y a de la lecture, il y a de l'espoir, et puis après on peut échanger avec eux, et puis peut-être que cette vidéo, elle les fera découvrir en regardant éventuellement d'autres vidéos de ma chaîne également, d'autres livres, et puis moi c'est ce que je fais avec les mémoires d'Adrien au quotidien, parler de manga. Je vous dis, je reçois parfois des commentaires très violents aussi envers les mangas, mais c'est pas grave, je continue. On parle à la fois de Misérables, de Et si c'était vrai, de science-fiction, de fantasy, de littérature contemporaine, d'antiquité, de manga, de bande dessinée, tout. J'adore la littérature, j'adore lire. Continuez, 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 et peu importe ce que les gens pensent de ce que vous lisez et de ce que vous êtes. Prenez soin de vous, lisez des livres,
et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien. Au revoir.